Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très nombreuses et très nombreux ici au Stade Vélodrome à Marseille. On voudrait vous remercier d'être venus pour ce premier forum Artificial Intelligence Marseille que la Tribune organise avec la Provence. Je suis Philippe Mabi, je dirige la rédaction de la Tribune. Je suis accompagné de mon collègue Sylvain Roland, qui est le rédacteur en chef du service technologie. Et on va faire comme on fait à Marseille, surtout dans ce stade, droit au but. Alors, droit au but avec Thierry Breton, le commissaire, notre commissaire européen au marché intérieur. On vous reçoit régulièrement et merci d'être toujours fidèle à la Tribune, Thierry Breton, parce que dans les nombreux forums que nous avons la chance d'organiser, vous avez toujours répondu présent. Probable qu'on vous réinvitera à quelques autres en 2024 où il y a quelques échéances intéressantes. Et vu le bilan que vous avez probablement l'occasion de proposer à tirer l'an prochain à l'occasion des élections européennes, on aura pas mal de questions à vous poser sur beaucoup d'autres sujets. Mais ce matin, c'est vraiment l'intelligence artificielle sur laquelle on voudrait vous interroger avec Sylvain, de façon assez fluide, vous verrez. Mais je vais poser la première question, droit au but, le 6 décembre. Le 6 décembre, c'est une date importante puisqu'il va y avoir un nouveau trilogue. Trilogue, donc c'est une réunion à la fois du Parlement, du Conseil et de la Commission pour arbitrer cette grande loi européenne. C'est la première fois qu'il va y avoir une loi globale sur l'intelligence artificielle. Ça s'appelle l'IA Act. Et il y a pas mal de points, et on va y revenir peut-être un peu dans le détail parce que c'est compliqué, qui sont en débat et ce qui nous interroge, qui interroge, je pense, beaucoup des personnalités, des entreprises, des personnes que ça intéresse de façon soit générale, soit parce qu'elles sont en train de se préparer à lancer des business, c'est est-ce qu'il y aura une loi IA Act avant les élections européennes ou est-ce que ça devra être reporté faute d'accord, sine die, voire à la Saint-Glinglin. Alors, ce sera ma première question, c'est est-ce que cette échéance du 6 décembre est importante? Et avant de rentrer peut-être avec Sylvain dans le détail de ce qui va s'y décider, est-ce que vous êtes confiant qu'on va avoir en Europe une régulation sur l'intelligence artificielle? Oui, alors d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci de m'inviter. Je salue tout le monde ici, mon ami Renaud, évidemment, je vois aussi des élus, je vois beaucoup de personnalités, tous les entrepreneurs qui sont là ce matin. Alors, effectivement, Philippe Mabi, on travaille depuis maintenant près de 4 ans sur cette loi, régulation sur l'intelligence artificielle, qui a 2 objectifs. D'abord, c'est de promouvoir l'innovation, parce que pour qu'il y ait l'innovation, il faut aussi qu'il y ait quelques règles, pas trop contraignantes, mais qu'on sache effectivement, pour que l'automobile se développe. Voilà, il y a un moment, il faut mettre des feux rouges, il y a des croisements, on roule à droite. Donc voilà, des règles qui sont les règles où on va pouvoir vraiment venir investir ici, parce qu'on sait ce qu'on peut faire et on sait où il y a un certain nombre de limites et de contraintes à respecter, parce qu'il peut y avoir évidemment des conséquences pour l'ensemble de notre vie quotidienne. Et ce sera l'endroit où ça existera. Le deuxième élément, c'est qu'il faut aussi, pour pouvoir développer ces usages, avec finalement les contraintes qu'il peut y avoir, il faut aussi se donner les moyens de pouvoir avoir les infrastructures. Et donc, j'en parlerai dans un instant. On a la plus grosse puissance de calcul au monde installée, qui sera partagée, qui sera dédiée aux startups qui voudront venir développer leurs applications d'intelligence artificielle en Europe. Est-ce que finalement, on a bien travaillé? On a travaillé d'abord avec les co-législateurs. Je rappelle que ce n'est pas la Commission qui fait les lois, ce sont les co-législateurs. C'est une démocratie, l'Europe est une démocratie. C'est donc le Parlement européen et c'est le Conseil européen, c'est notre Sénat un peu le Conseil. Le Parlement, c'est évidemment notre Chambre des députés. Et nous, on est en train de finaliser précisément les accords qui ont été pris. On a proposé un acte, donc une loi, après une très 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 large consultation. On a vraiment consulté les chercheurs, les entreprises, les États, les organisations non gouvernementales. On a fait cette proposition. Elle est basée sur une évaluation des risques. Donc voilà, il y a des choses, par exemple, qu'on n'aura pas le droit de faire en Europe, c'est-à-dire, par exemple, faire du social scoring, c'est-à-dire utiliser des données qu'on peut avoir sur vous pour vous dire, voilà, vous avez fait ça dans votre vie, donc vous êtes interdit, par exemple, de voyager ici ou là. Pas de crédit social, on dirait. Pas de crédit social, des professions, ça c'est interdit. Voilà. Il y a ensuite, effectivement, le deuxième volet, c'est l'intelligence artificielle, c'est des données
l'usage des données. Donc avec le Data Act, on sait maintenant en Europe quelles sont les données qu'on va pouvoir utiliser, comment on les organise, à qui elles appartiennent. C'est le seul endroit au monde où on l'a. Cet acte, il a été voté. Et là aussi, par exemple, pour des données de santé, il faudra prendre quelques précautions. Sur des usages d'intelligence artificielle, par exemple, pour gérer des infrastructures, des collectivités. Là, il faudra quand même être beaucoup plus prudent. Donc, on a, je dirais, émis 4 types de catégories de risques où il faudra prendre des précautions pour que, effectivement, en Europe, on puisse à la fois développer tout le potentiel de l'innovation et en sachant, effectivement, où on peut aller et où on ne peut pas aller. Alors maintenant, donc, on a eu le Parlement qui a pris sa position, il a voté, après les amendements, le Conseil aussi, et on est dans cette phase finale, vous l'appelez le trilogue, c'est comme ça qu'on l'appelle à Bruxelles, c'est en fait la navette parlementaire. Donc on a eu déjà 3 ou 4 réunions, on est donc en phase finale. On a effectivement encore une réunion le 6 décembre qui est importante. Il nous reste encore 2 ou 3 points à clarifier entre la position du Parlement et la position du Conseil européen. Mon rôle à moi, c'est ce qu'on appelle dans le jargon honest broker, c'est-à-dire d'être entre les deux pour faire atterrir effectivement et faire converger les positions. Oui, il nous reste 2 ou 3 points à voir. Il y en a un, on en parlera certainement tout à l'heure, sur les très larges modèles d'intelligence artificielle générative, ce qu'on appelle les modèles de fondation, foundation model en anglais. Il y a encore une question qui reste sur les contrôles et les limites de l'intelligence artificielle, notamment pour utiliser, je dirais, cette possibilité dans des cas précis et contrôler un certain nombre d'événements. Donc là, il faut vraiment mettre les limites là où on peut les mettre. Il y a encore une question qui reste sur la gouvernance, mais on n'est pas loin. Alors, vous l'avez dit, c'est une régulation qui est basée sur une philosophie du risque. Oui. Et alors, il y avait eu un consensus depuis 4 ans, vous l'avez dit, cette régulation est en négociation. Au début, il y avait un consensus, notamment des grands pays, notamment de la France, qui soutenait l'initiative de l'IA Act. Et depuis quelques mois, les choses ont un peu changé. Il y a eu des prises de position de Bruno Le Maire, de Jean-Noël Barrot, de l'ancien secrétaire d'État au numérique, Cédrico, qui, depuis l'arrivée de l'IA générative, ils ont estimé que l'IA Act pourrait freiner l'innovation et du coup avantager par ricochet les géants américains qui dominent les services et les produits numériques. Quelle est votre réponse à ces critiques? Alors on voit que c'est la première fois, autant pour le RGPD, pour le DSA ou pour le DMA, la France était derrière Bruxelles. Là, pour l'IA Act, depuis quelques mois, on sent une dissension et une accusation de freiner l'innovation. Comment vous répondez à ça? Non, alors, il faut être peut-être un tout petit peu plus précis. Encore une fois, on travaille depuis 4 ans sur cet acte, donc sur ce règlement, puisque c'est un règlement donc, qui s'appliquera d'office à l'ensemble des États membres. Et donc, on avait effectivement couvert dans la proposition, je dirais, les applications à risque, y compris d'intelligence artificielle générative, pas l'intelligence artificielle générative en tant que telle. C'est vrai que dans des modèles très larges, qui pourraient être éventuellement systémiques. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle systémique? On a aujourd'hui un marché intérieur de 450 millions de concitoyens, et donc quelque part aussi de consommateurs. Il est complètement unifié maintenant. Il est aussi unifié dans le numérique. Pour la première fois, grâce au DSA, grâce au DMA, grâce au Data Act, on a enfin un marché intérieur unifié. C'est donc formidable, mais la contrepartie, c'est que quand on devient très très grand, très puissant, si jamais il y a un problème qui peut arriver, il peut avoir des répercussions systémiques parce que précisément, compte tenu de l'importance de notre marché intérieur, je rappelle qu'on est quand même 1,5 fois plus gros que les États-Unis en marché numérique. Les États-Unis, c'est 330 millions d'habitants, nous, c'est 450 millions. Donc on a un marché numérique 1,5 fois plus grand que celui des États-Unis. Si jamais il y a un problème de cybersécurité, que sais-je, d'anomalie, ça peut avoir des risques systémiques. Donc il faut, à partir d'un certain niveau, avoir un peu plus, je dirais, de contraintes, de prendre de précautions supplémentaires. Cette notion de, finalement, évaluer un risque systémique par rapport à sa position, on la voit déjà dans les grandes banques. Quand on a une grande banque sur le marché intérieur, à partir d'un certain niveau, vous avez, parce que vous devenez un risque systémique potentiel si jamais vous faites faillite, vous avez des contraintes supplémentaires, notamment en matière de régulation. Quand vous êtes une très grande plateforme, par exemple, les 19 plateformes que nous avons qualifiées de plateformes systémiques dans le cadre du DSA, au-dessus de 45 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire 10% de la population, vous pouvez représenter, dans certains cas, un risque systémique compte tenu de votre taille, donc vous avez des obligations supplémentaires. Et quand vous êtes un très très large modèle, donc vous avez vraiment très très réussi déjà, si jamais effectivement il y a un problème qui peut intervenir compte tenu de votre
puissance, il faut avoir quelques obligations complémentaires. Donc c'est cette vision, effectivement, évidemment, c'est totalement ouvert, totalement libre, mais à partir du moment où vous avez un certain niveau, et donc ça veut dire que vous avez déjà très réussi, il faut assumer le fait qu'on vous offre la possibilité d'être sur le marché intérieur, mais la contrepartie, c'est qu'il faut avoir quelques obligations supplémentaires. Donc c'est pas contre l'innovation, c'est pro-innovation. Alors maintenant, en quelle espèce effectivement, il faut toujours être très précis. Je ne vous le cache pas, je mène ces combats, parce que ce sont des combats sur la régulation du numérique depuis 4 ans. Philippe Mabille le sait. Et systématiquement, voilà, je lutte contre les lobbies, contre ceux qui ont des intérêts particuliers, et en particulier, je dis contre les grandes plateformes. Et notamment, je le dis très clairement, les grandes plateformes américaines ont tout fait pour nous empêcher de faire notre régulation. Et finalement, on a quand même réussi, parce que on est un grand continent et que désormais, cette Europe puissance, elle se caractérise par le fait qu'on a réussi effectivement à aligner nos intérêts. Mais les intérêts particuliers, je les vois, il faut toujours faire très attention. Alors, vous avez des entreprises qui sont déjà un petit peu expertes, mais au fond, qui défendent leurs intérêts particuliers par rapport à l'intérêt général. Je ne suis dupe de rien, je vois tout, moi je défends l'intérêt général. Et au fond, quand je vois ce qui se passe ici à Marseille, avec l'initiative qui a été annoncée il y a quelques jours entre Xavier Niel et Rodolphe Saadé, de créer donc ce QTI, c'est-à-dire dans l'intérêt général, totalement ouvert. Ça, c'est une initiative qui m'intéresse, qui me plaît, parce que précisément, elle est ouverte, elle va permettre à des chercheurs de travailler. Je me suis du reste entretenu avec Xavier Niel sur ces questions, et je crois qu'il est bien aligné avec ce que l'on fait. Je verrai tout à l'heure du reste Rodolphe Saadé également sur ces questions. Ce sont des approches qui sont des approches, je dirais, qui défendent l'ouverture, l'intérêt général. Je préfère écouter ceux qui défendent l'intérêt général que ceux qui défendent les intérêts particuliers. À ce sujet, la semaine a été marquée par une actualité américaine assez forte, cette histoire de OpenAI avec Sam Altman qui est parti, revenu, un scénario digne d'une série de fiction. Mais est-ce que derrière ça, il n'y a pas un conflit qui finalement a émergé au grand jour? C'est un peu celui qu'on doit aussi arbitrer en Europe, entre la science et les limites de la science, l'éthique, qui est quand même un des sujets de la régulation, et le business, le développement d'applications. Et là, c'est là où la régulation va également jouer son rôle, puisque beaucoup des personnes qui sont certainement dans la salle ou qui nous écoutent sur Internet se disent si j'ai pas la bonne régulation, je vais pas forcément savoir cadrer mon business. Donc, comment vous avez réagi à ce qui s'est passé dans la Silicon Valley, qui a fait quand même la une de tous les journaux? Et est-ce que c'est représentatif, selon vous, d'un changement un petit peu de vision du monde sur entre une intelligence artificielle qui est un peu posée là comme quelque chose de... On regarde ça comme la poule regarde le couteau, on a parlé des dangers, et puis d'un autre côté, ceux qui veulent juste en faire un énorme business. Non, mais vous posez exactement la question. Sam Altman, c'est lui dont il s'agit, a mené une campagne de communication planétaire, on va le dire, sur effectivement l'intelligence artificielle générative. Je veux dire, on la connaît, hein, mais c'est vrai que ça a été une révélation pour un certain nombre de ceux qu'il a rencontrés, et avec évidemment toujours le fait qu'on est, nous, une entreprise non-profit, et donc on parle, de là où nous parlons, on veut pas trop de régulation parce qu'on pense que c'est bien pour l'intérêt général. Et puis c'est avéré que finalement, son ancien board, qui défendait effectivement cette idée d'intérêt général, a dit attendez, mais non, là vous faites vraiment du mercantile, donc ça va pas, et ils l'ont mis dehors. Et puis c'est avéré que donc tout le monde sait que derrière OpenAI, il y a Microsoft, qui évidemment, c'est normal, que pour intérêt, finalement, ses intérêts propres et l'intérêt de ses actionnaires. Donc ils l'ont tout de suite récupéré. Et puis finalement, la partie du board qui défendait précisément l'intérêt général, finalement, elle a été évincée. Et maintenant, au moins, les choses sont claires. OpenAI défend ses intérêts particuliers. Donc quand on entend effectivement OpenAI, on va entendre quelqu'un qui défend non pas l'intérêt général, mais ses intérêts particuliers. Et à la limite, c'est pas choquant, mais au moins que les choses soient dites. Je le dis aussi pour tous ceux qui font du lobby, y compris en France. D'où vous parlez et pour les intérêts de qui? Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que je défends l'intérêt général. Et ce que je sais, c'est que c'est très clair aussi pour le Parlement et pour le Conseil. On sait exactement où on est.
Et donc, c'est plus la peine maintenant, je dirais, de donner la parole à ceux qui défendent des intérêts particuliers. On les a déjà beaucoup écoutés dans la phase préparatoire. Maintenant, on va faire atterrir l'intérêt général. Du coup, est-ce que le texte pourrait bouger justement pour prendre en compte ces nouvelles critiques? Non, mais attendez, le texte, de toute façon, par définition, on est en démocratie. On est dans une phase ultime donc, de trilogue. Donc, bien sûr, il va bouger jusqu'au bout, mais on va trouver un accord, bien entendu. On va trouver un accord, mais cet accord ne sera pas là pour défendre ceux qui ne veulent absolument pas de régulation, parce que finalement, ça va profiter à leur modèle économique. Et puis finalement, ça va aussi, il faut dire, appeler des chats comme un chat, enrichir plus rapidement leurs actionnaires. Voilà, c'est bien, c'est normal. Il faut faire effectivement du business. Mais moi, mon rôle, c'est de défendre l'intérêt général. Et donc, dans cet intérêt général, il y a deux niveaux, je l'ai dit. Il y a d'abord tout ce qui va être très favorable à l'innovation. Et je le redis très clairement, cet acte d'intelligence artificielle, l'AI Act, il est pro-innovation. On va vraiment, tout ce qui va concerner la R&D, les modèles ouverts, il y aura une liberté totale. À partir d'un certain niveau, ben quand vous avez atteint un niveau très, très, très important, vous avez, parce que vous êtes très important, un certain nombre de règles à respecter en transparence. Mais je le dis, c'est vrai pour toute activité humaine. Je voudrais enfin ajouter que ce qui est très important, et là il y a vraiment un consensus, c'est que tous les aspects sur une évaluation des risques, ce qui est au fond le plus important, parce qu'on sait que, vous en avez parlé tout à l'heure, on va en reparler très certainement dans la matinée, il y a des risques qui sont associés à ce développement. Eh bien en Europe, on les aura qualifiés et on saura comment nous y préparer. Et les circonvenir. Et c'est le seul continent au monde qui le fait. Vous voyez, quand on voit ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe en Chine? En Chine, on a une régulation qui est faite par l'État. Bon, très bien. Ce n'est pas celle que nous voulons. Aux États-Unis, parce que précisément les États-Unis n'arrivent pas à aligner à la fois le Congrès, donc le Parlement et enfin la Chambre des représentants et le Sénat, ils n'arrivent pas à mettre sur pied une régulation. Donc, ils demandent aux géants de faire quelque chose de volontaire. Moi, je peux vous dire que dans le business, des engagements volontaires, j'en connais les limites. Alors justement, derrière la question de l'intelligence artificielle, il y a la question de la souveraineté technologique, l'indépendance technologique du continent européen. Donc c'est une stratégie qui doit être globale, qui ne doit pas concerner justement que l'IA. Justement, l'Europe agit sur tous ces sujets, donc que ce soit les semi-conducteurs, le cloud, etc. Et quand on regarde le paysage aujourd'hui de l'IA, il est dominé, vous l'avez dit, par des géants américains qui ont aussi la caractéristique de dominer le cloud. Et on voit que l'IA repose sur le cloud. Et pour développer, donc, ce n'est pas un hasard si Microsoft et Amazon et Google sont très bien positionnés sur le cloud, sur l'IA aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut avoir une indépendance technologique européenne sans maîtriser cette brique fondamentale qui est celle du cloud? Mais 3 fois oui. D'abord, c'est complètement faux de dire qu'on est totalement dépendant des États-Unis pour le cloud. C'est faux. Je réfute ceci. Ils ont 70% du marché. Oui, oui, non, mais attendez, mais oui, mais d'accord. Mais enfin, on a énormément d'acteurs européens. Et puis, je voudrais juste À condition que les entreprises les choisissent. Oui, bien sûr, mais C'est ça le problème. bien entendu, mais ça, il faut toujours laisser le choix. Mais c'est vrai. Et là encore, la nécessité d'avoir une réglementation européenne pour les données, l'entraînement des données, le stockage des données. On a aussi une régulation qui va dire de façon très précise que pour des données qui sont des données importantes, stratégiques, il n'y aura pas de loi d'extraterritorialité qui pourra s'appliquer précisément sur des clouds spécifiques en Europe, parce que tout simplement, d'abord les États-Unis le font aussi, en réciprocité, il faut qu'on le fasse. Donc on a aussi, là vous voyez bien, la nécessité, je le redis, pour finir sur l'intelligence artificielle, c'est 3 choses. Ce sont des données, comment on organise notre espace de données, c'est de la puissance de calcul, c'est des algorithmes, l'intelligence artificielle. Les données, on est le seul continent qui désormais a enfin organisé son ensemble de données, y compris maintenant sur la nécessité de les protéger pour celles qui sont importantes contre des lois d'extraterritorialité, y compris avec des clouds qui permettront de le faire. Deuxièmement, la puissance de calcul, ça ne se sait pas, et donc j'en profite pour le redire ce matin parmi vous. Nous avons installé avec EuroHPC la plus grosse puissance de calcul au monde, avec donc des supercalculateurs qui sont mis en réseau, qui sont contrôlés pour moitié par la Commission européenne, des ordinateurs pétaflopiques, pré-hexaflopiques et hexaflopiques. Et donc c'est la plus grosse puissance de calcul donc, dans le cadre de ce réseau. Elle sera mise à disposition
là-dedans, dans les ordinateurs hexaflopiques, on va en installer 2 qui feront partie des 3 plus puissants ordinateurs au monde. On sait qu'il faut des puissances de calcul considérables pour pouvoir entraîner les modèles. Ce sera mis à disposition des startups qui viendront s'installer en France. Et donc les algorithmes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Renaud Muselier l'a rappelé, on a la chance d'avoir un environnement académique excellent, des ingénieurs, on le sait, excellents, notamment en sciences. Alors maintenant, donc ça va être le paysage européen. Donc je suis extrêmement confiant que grâce à ce triptyque, on va vraiment avoir un écosystème mais formidable en matière de déploiement donc des applications d'intelligence artificielle. Maintenant, sur le reste, vous parlez des semi-conducteurs, vous parlez effectivement, on a énormément d'atouts, y compris dans la région, sur ces technologies critiques, clés, y compris, on le sait, sur la fabrication même des semi-conducteurs. On est le numéro 1 mondial en matière de fabrication de ces robots les plus sophistiqués, les plus performants pour faire les usines de semi-conducteurs, notamment avec l'entreprise ASML que vous connaissez bien. C'est l'entreprise qui permet de fabriquer, de faire les usines de semi-conducteurs au monde. Si jamais elle décidait pour une raison ou pour une autre de ne plus exporter, il n'y aurait plus d'usines aux États-Unis, en Chine ou au Japon de semi-conducteurs. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête de dire qu'en Europe, on est en retard. On a, dans des domaines où on est un peu en retard, mais on a énormément d'atouts pour peser en matière de rapport de force dans le monde qui vient. Alors, pour juste contrebalancer ce que vous dites, il y a quand même des géants américains et des géants chinois qui aujourd'hui ont des puissances absolument considérables. Je prends rien que les 5 GAFAM, leur capitalisation boursière proche des 10 000 milliards de dollars. Ça donne quand même la mesure. On n'a pas ça aujourd'hui en Europe. Alors on a certes beaucoup d'atouts. Comment est-ce qu'on peut faire dans ces nouveaux métiers, dans ces nouveaux enjeux pour avoir des géants, faire émerger ces géants de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut au niveau, je dirais, de la capacité de lever des fonds? On voit qu'il faut lever aujourd'hui on n'est plus dans les millions, on est dans les centaines de millions, voire le milliard de levée de fonds pour arriver à peser dans l'univers de demain. Alors, c'est effectivement là encore le sujet. Pourquoi effectivement on n'a pas pu développer jusqu'à présent dans la première vague de données, qui était la vague finalement de l'exploitation des données personnelles, je dirais des GAFA qui sont nés, encore une fois les GAFA, que ce soit les Google, que ce soit les Facebook, que ce soit les Amazon, ils se sont développés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu accès immédiatement à un marché unifié de la donnée personnelle, 330 millions d'habitants qui étaient unifiés aux États-Unis. Et donc, finalement, quand vous aviez une idée un peu basique, parce que l'idée de base de Facebook, on la connaît, hein, c'était pas de la rocket science, mais c'était un génie du marketing, et il a eu accès à 330 millions de consommateurs, où, en prenant leurs données progressivement, on a pu bâtir un business model puissant, parce qu'il y avait 330 millions de consommateurs derrière. Nous, il y avait 27 marchés numériques différents. Eh bien, depuis la mise en place de tout le paquet que nous avons fait avec le DSA, le DMA, le Data Act, on a enfin un marché des données numériques unifié en Europe. Et donc, quand on vient en Europe, on a enfin systématiquement accès à un marché global de 450 millions de consommateurs, 1,5 fois plus important que le marché américain. Et comme il se trouve qu'on pèse vis-à-vis d'eux, ça veut dire on pèse vis-à-vis d'eux, mais on offre aussi à nos entreprises enfin la capacité, lorsque vous innovez ici à Marseille dans une start-up, d'avoir un accès immédiat à un marché de 450 millions de consommateurs, parce qu'il y a la même loi, la même régulation, les mêmes enjeux. Tout est maintenant globalisé au niveau européen. C'est un formidable élan qui est enfin offert à un moment où l'exploitation des données, et on le voit notamment avec l'intelligence artificielle, elle va dépasser de beaucoup nos données personnelles. C'est aussi l'ensemble des données industrielles, que ce soit dans l'IoT, que ce soit dans les véhicules connectés, que ce soit dans toute l'activité humaine aujourd'hui, elle génère des données. Ces données, c'est sans aucune commune mesure avec les données qu'on a générées nous-mêmes dans nos interactions personnelles. C'est celles-ci qui vont créer la valeur ajoutée de demain. Et donc, c'était maintenant qu'il fallait présenter donc cette globalité d'un marché unique. Alors, le deuxième volet, donc enfin on l'a. Donc, je suis très confiant on va voir émerger ces entreprises. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les entreprises qui vont émerger. Et pour revenir à ce qu'on disait, c'est pas celles qui aujourd'hui, voilà, je vois par exemple, il y a Mistral AI, qui est une petite entreprise. On parlera tout à l'heure. À capital, dans le capitaux, il y a pas que des Européens. Bon, elle fait du lobby, mais à la limite, c'est normal. Elle défend donc son business, très bien, mais on est dupe de rien. Elle défend son business aujourd'hui. Elle défend pas l'intérêt général. Moi, je parle au niveau de l'intérêt général, et je parle pour celles qui vont venir.
Je parle pour celles qui vont venir. Et celles-là, je leur dis, oui, il va y avoir effectivement une capacité formidable d'innovation en Europe. Il manque effectivement maintenant un marché des capitaux intégrés. C'est le dernier volet. On va, j'espère, pouvoir y travailler dans le cadre d'un prochain mois. Ça pourrait être un programme pour une prochaine commission. En tout cas, d'une prochaine commission, ça c'est certain. C'est vraiment le volet qui manque aujourd'hui. On n'y est pas loin. C'est un combat que vous avez envie de mener dans cette prochaine commission? Ben, c'est un combat, en tout cas, que celui qui sera en charge de ce portefeuille devra mener. Sylvain, une dernière question et on doit s'arrêter. Non, c'est bon, on a terminé. Alors, peut-être dire un mot, mais juste une dernière question. Je crois que vous êtes un peu à l'origine du Futuroscope, qui est assez connu en France. C'est pas dans cette région, mais pour vous, le futur, qui a quand même toujours été quelque chose qui vous a préoccupé. Vous avez même, je crois, écrit des livres de science-fiction, etc. Comment vous caractériseriez en une phrase ou enfin une minute l'époque que nous sommes en train de vivre qui semble assez vertigineuse? Si on veut jouer même à se faire peur, on se dit... c'est un monde en fait assez nouveau. C'est un monde nouveau sans l'être, parce que au fond, vraiment, vous allez me chercher au fond de moi-même. Le Philippe Cadic qui est au fond de vous. Au fond de moi-même, mais dans les livres que j'avais écrits quand j'étais plus jeune, j'avais essayé de projeter un petit peu tout ça. Donc, on n'est pas surpris de ce qui se passe. Ce que je veux juste nous rappeler, c'est que on est maintenant après la révolution informatique, après la révolution des PC, après la révolution de l'Internet, maintenant on est dans la révolution des données. Et vous savez, et l'intelligence artificielle est l'un des, je dirais, fers de lance de cela. Quand on regarde ces évolutions, ces différentes évolutions, il y a ce qu'on appelle en économie des graphes de Kondratiev, c'est-à-dire qu'on voit les évolutions et comment il y a l'innovation, et puis ensuite comment elle se traduit dans un aspect technique et ensuite dans la société. En gros, c'est des cycles de 25 ans. Et ces cycles de 25 ans pour passer du supercalculateur ENIAC en 1943 à Los Alamos au mainframe, 25 ans pour passer au mini, 25 ans pour passer au PC, 25 ans pour le monde de l'Internet, et maintenant 25 ans. On rentre dans cette phase de 25 ans de l'exploitation des données. Donc on rentre dans cette phase. Donc c'est 25 ans devant nous, 25 ans par parenthèse, c'est une génération. C'est pour ça que ces cycles, c'est peut-être des cycles de 25 ans. Donc pour la génération qui vient, c'est l'exploitation des données comme richesse économique. Et là aussi, voyez-vous, il va falloir mettre des règles. Juste, on ne pourra pas tout faire. Ce ne sera pas le Far West. C'est encore un peu le Far West aujourd'hui dans l'exploitation des données. On l'a vu. Il a fallu donc mettre maintenant aussi des règles de comportement, éviter les positions de monopole, les situations d'éviction. Donc, je suis très confiant. Je veux juste vous dire que cette période qui s'ouvre de l'exploitation des données dont on commence à voir les premières applications, y compris avec l'intelligence artificielle, c'est une phase de 25 ans qui s'ouvre devant nous. Et j'ai confiance dans la capacité humaine à pouvoir la contrôler. Mais je le dis, c'est le rôle des politiques que de le faire. C'est donc la raison pour laquelle c'est peut-être pas complètement inutile d'être aussi ingénieur pour affronter cette nouvelle période. Eh bien, c'est sur ces propos que nous allons vous laisser partir, Thierry Breton. Merci vraiment beaucoup, très chaleureusement, d'être venu. On espère qu'il y aura un IA Act avant les élections européennes. J'en suis absolument convaincu. Eh bien, on vous a entendu essayer en tout cas de le faire et bon courage pour y arriver. Merci encore. Merci beaucoup. Ici, le soleil se lève au sud. Ici, on a la mer, la montagne et des paysages que le monde entier nous envie. Nous sommes une terre de contraste. Et c'est ce qui fait notre identité. Notre richesse. Ici, on est heureux de vivre. Et on croit en l'avenir. Ici, les gens chantent, les gens dansent, les gens crient, les gens vibrent. Ici, on ne fait rien comme les autres.
Ici, le soleil se lève au sud.